Le Festival de l'environnement Green Horizonte démarre cette année en Balagne avec une première édition et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des nombreux intervenants qui nous ont détaillé leurs spécificités et surtout leur rôle dans ce festival. Regardez. À Green Horizonte, plusieurs thématiques sont abordées, notamment la permaculture et le biomimétisme, notamment avec notre invité Emmanuel Delannoy. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc ce sont vos spécialités. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Alors le biomimétisme, c'est une manière de s'inspirer des solutions qu'on va trouver dans la nature, qui vont nous permettre de résoudre des problèmes contemporains, des problèmes de conception, de design, mais aussi, il faut aller un petit peu plus loin, des problèmes d'organisation collective, des problèmes d'organisation au sens de territoire, voire, pourquoi pas, même apprendre à coopérer, comme le font les organismes vivants dans les écosystèmes, à se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas coopérer un petit peu mieux, nous, dans nos systèmes économiques? Donc c'est la première chose. Et la permaculture, alors c'est très proche comme notion, une manière d'organiser les systèmes de production humains, pareil, en s'inspirant de la dynamique des écosystèmes, et notamment, alors la permaculture est connue pour l'agriculture, mais ça couvre des tas d'autres champs, mais en agriculture, on va s'inspirer par exemple des coopérations et des complémentarités entre les plantes et les animaux. On va avoir des systèmes les plus diversifiés possibles, de manière à ce qu'ils soient les plus résilients et productifs possibles. Pourquoi vous êtes venu assister donc, au festival Green Horizonte et en quelle qualité? Alors en qualité d'expert sur ces sujets-là, effectivement, j'ai eu la chance cet après-midi d'animer un atelier sur la fresque de l'économie régénérative, qui est donc une fresque, comme il y a les fresques du climat, fresque de la biodiversité, qui permet de découvrir finalement les concepts de l'économie. Aujourd'hui, la manière dont elle interagit avec les systèmes vivants, la société, les humains et le reste du système vivant, et comment cette économie peut devenir une économie qui vient réparer, restaurer, régénérer le vivant, au lieu de le dégrader et de le détruire aujourd'hui. En fait, au début, elle aurait pu s'appeler la fresque de la perma-économie, puisque c'est le titre de mon livre, mais pour la faire plus ouverte, on l'a appelée la fresque de l'économie régénératrice. Prenez ainsi une économie, je dirais, éco-responsable, mais qui fonctionne, c'est ça? C'est une économie inspirée par le vivant, ancrée dans les systèmes vivants, effectivement, donc une économie qui a fait le choix de coopérer avec la nature et pas de lutter contre la nature, tout à fait. Et quelles seront vos activités aussi tout au long du festival? Est-ce que vous allez animer d'autres ateliers, participer à d'autres événements? Donc il y a une conférence sur le biomimétisme et la permaéconomie, il y a eu cet atelier sur la fresque, et j'interviens samedi soir sur un moment pioche sur art et vivant, parce qu'il se trouve qu'à côté de ces compétences-là, cette expertise-là, j'ai écrit aussi des poèmes, et donc des poèmes sur le vivant, sur la nature, et évidemment donc sur le côté un petit peu punk et foisonnant du vivant. Donc on va pouvoir en parler demain. Donc vous avez à la fois, je dirais, le côté scientifique, mais aussi surtout le côté un peu artistique, écrivain, à écrire des choses un peu philosophiques quoi, sur la nature, le vivant. Donc en quoi ça consiste exactement? Donc j'oppose pas du tout en fait la vision artistique, sensible, et la vision plutôt rationnelle et scientifique de tout ça. Au contraire, je pense qu'une grande partie des problèmes économiques aujourd'hui, des problèmes de société qu'on peut rencontrer aujourd'hui, sont liés au fait qu'on a perdu cette capacité d'émerveillement, cette sensibilité par rapport au vivant, cette humilité finalement qui est de dire, ben oui, il y a d'autres êtres vivants sur cette planète que nous, les humains. Ce serait peut-être intéressant qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce qu'ils sont capables de faire, à ce qu'ils sont capables de nous apporter. Et je crois que c'est vraiment dans tous les sens, c'est des solutions techniques, concrètes, opérationnelles, mais c'est aussi une sorte d'apaisement. La nature nous fait du bien, le contact avec la nature nous fait du bien, et ça, simplement, le fait de le reconnaître, ça va vraiment nous aider, je pense, pour affronter toutes ces crises et tous ces changements qui sont en cours là. Vous rencontrez des personnalités différentes ici, qui sont également très engagées dans cette thématique, mais qui l'abordent sous d'autres aspects. Est-ce que c'est enrichissant pour vous? Oui, et alors ce qui est particulièrement enrichissant, bon, je suis déjà venu encore plusieurs fois, j'habite à Marseille, pas très loin, donc, c'est qu'ici, on est sur un événement qui est quand même centré sur d'autres formes de tourisme, qui est assez exploratoire sur la manière dont le tourisme pourrait évoluer demain. Et il y a cette diversité d'acteurs, des hôteliers, des restaurateurs, des agriculteurs, des entrepreneurs, des chambres de commerce, etc., qui font qu'il y a, pour moi, il y a des écosystèmes humains, là pour le coup, mais avec des vraies complémentarités et une sorte d'intelligence collective qui peut émerger de tout ça. Donc voilà, il y a ce constat de dire le monde change, le tourisme va changer parce que les attentes de la société vont changer aussi, mais les manières de faire de toute façon doivent changer et doivent s'adapter à tout ça. Donc on est à un tournant, à un moment pivot où il faut inventer pas mal de choses quand même et on a vraiment besoin de mobiliser ces acteurs du territoire. Donc pour moi,
c'est un cas d'école parfait que de rencontrer des acteurs d'un territoire comme ici sur la Balagne, qui ont envie de se retrousser les manches et de travailler à tout ça. La sensibilisation aussi, c'est quelque chose d'important? Alors la sensibilisation est essentielle, évidemment. Alors, on l'a vu, ça passe par cette dimension sensible, émotionnelle, hein, presque. Et il y a le côté acculturation, clarification des concepts. Parce que par exemple, c'est des nouvelles manières de raisonner, c'est des nouvelles approches en termes économiques, c'est des concepts un peu nouveaux, comme ce concept d'externalité. Hein, l'externalité, c'est un effet non intentionnel, mais ça arrive quand même. Et soit on décide de ne pas le voir, et ça provoque des dégâts, des catastrophes en chaîne, etc. Soit on décide de le voir, de l'intégrer, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et est-ce qu'on pourrait pas, pourquoi pas, proposer une solution ensemble à ces externalités? Mais ça, c'est des nouvelles approches. L'autre approche, c'est la vision vraiment systémique de tout ça aussi. Mais ça, la vision systémique, elle nous est enseignée par la nature, les systèmes vivants. C'est de comprendre que tout est interagissant, que tout est lié, et quand on touche une maille quelque part, ben, ça fait bouger toutes les mailles du tissu. Et vous pensez qu'en comprenant ça, on résout beaucoup de problèmes? Ah bah vous savez, Einstein disait, si j'avais 1 heure pour sauver le monde, je passerais 55 minutes à poser la question, à clarifier le problème. Et je crois qu'à partir du moment où on a posé les bons éléments de diagnostic, en fait, les solutions viennent beaucoup plus facilement derrière. Donc c'est d'abord se mettre d'accord sur un diagnostic partagé, comprendre les causes profondes, réelles, des désordres, du changement climatique, de la crise de la biodiversité, des problèmes d'énergie, de ressources, etc. Et une fois qu'on a compris les causes profondes, ben là, on va pouvoir inventer des solutions. En fait, elles sont là, les solutions, mais il faut d'abord les accepter et les adopter. Pour les accepter, l'échange est la clé, les études, mais aussi peut-être la mise en synergie, comme on le disait tout à l'heure, de plusieurs acteurs. L'échange, le fait de comprendre, de mettre des mots sur, de mettre des mots MOT sur des mots MAUX, de comprendre d'où viennent en fait les problèmes, de comprendre qu'on n'est pas seul, parce que si souvent un acteur économique il va être isolé dans sa problématique, un agriculteur il va se sentir très souvent très seul, un hôtelier, un restaurateur, il va avoir des fins de mois difficiles, il va avoir des périodes très difficiles dans l'année, etc. De comprendre qu'il n'est pas tout seul, qu'en fait vous êtes très nombreux, ils sont très nombreux sur le territoire à avoir les mêmes problèmes, peut-être qu'ensemble on va pouvoir anticiper et justement créer des nouvelles ressources en fait. Vous êtes quand même optimiste pour la suite. Moi j'aime bien la phrase de Gramsci qui dit que le pessimisme de la connaissance ne doit pas empêcher l'optimisme de l'action. Et de savoir qu'il y a des réalités qui sont dures à avaler, à affronter, mais quand on se retrousse les manches et quand on agit, ça va tout de suite beaucoup mieux. Finalement, le tourisme, ça fait partie de ces besoins fondamentaux humains. On a besoin de vivre des nouvelles expériences, on a besoin de découvrir des choses, de se confronter à d'autres cultures, d'autres environnements, de rencontrer des personnes différentes. Et ce besoin-là, le problème, c'est qu'il génère beaucoup d'impacts négatifs. La vraie question, c'est comment on peut réorienter le tourisme pour satisfaire ce besoin-là, tout en travaillant justement sur les impacts. Ça passe par des solutions, les monnaies complémentaires locales, des circuits courts, des séjours un petit peu plus longs, des voyages plus lents peut-être aussi, enfin d'autres modes de déplacement. Il y a plein de choses à inventer derrière. J'aime bien dire aussi que le voyage, il est essentiel pour les humains, mais finalement, est-ce que les choses ont besoin de voyager autant que ça? Est-ce que quand on vient en Corse, quand on est touriste, est-ce qu'on ne va pas consommer Corse plutôt que d'acheter des choses qui ont traversé 3 ou 4 continents et fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette? Les humains ont besoin de voyager. Les choses ne devraient pas voyager. Vous pensez quand même que la Corse, elle est sur la bonne voie? C'est difficile à dire, mais je pense que comme tout le monde, elle se cherche. Et se chercher, c'est déjà faire un bon premier pas dans la bonne voie. Bien, merci en tout cas, Monsieur Delannoy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.